peux pas mettre ça l'autre slide, non? Écoutez, cette démo, c'est quoi? C'est un concept cause causée qui a commencé en fait le mois dernier. Déjà, Smart Citizen, c'est quoi? Smart Citizen, c'est une expérience, une aventure qui a commencé il y a 1 an et demi, qui fait pas mal d'activités dans la région Beaubassin-Rossine. Donc, nous organisons, on appelle en 3 catégories. Une catégorie qui concerne les PME et collaboration avec les jeunes et l'emploi, okay, qui nous appelle SMI ICO, Youth and Employment, SMI Coaching, etc. Deuxième, cause causée, c'est panel, discussion, talk, débat, parce qu'il nous trouvait qu'il y a un manque de marché pour apporter un débat constructif qui concerne l'éducation de tout par rapport à différents sujets. Que chacun qui a exprimé doit une plateforme ouverte, une plateforme qui non dédiée à X, Y, Z, mais pour tous les citoyens. Donc, il y a tout un calendrier qui nous préparait jusqu'à la fin de l'année. Et nous pouvons partager petit à petit ce calendrier. Troisième catégorie, on appelle Reboot. Reboot dans le sens que bien fonctionne et réfléchir de l'autre manière, dans différents secteurs, différentes catégories, qui concernent le développement socio-économique, le sportif, le artiste. C'est un groupe vulnérable, mais aussi en matière de qui manière faire des choses avancées avec crowdfunding et autres moyens. Donc rapidement, le quelques slides qui nous fait dans la catégorie SMI. Donc Digital Night Mauritius nous participer avec l'association informatique, donc aussi président de la métier. Plusieurs séminaires, coaching avec les femmes entrepreneurs, placement ban interns. Donc ce que en fait nous avons commencé depuis 2016 et 2017 nous avons fait quelques séminaires dans un collège et nous avons fait aujourd'hui une bien structurée avec la plateforme que nous présent aujourd'hui. Donc le mois dernier, nous avons fait transparence et politique, pour penser que assez intéressant. Ben, Reboot, bon, on a encore dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de paguer le mois. Fanny, il a pas de moi. Donc, ben, vous faites félicitations pour nos champions de Muay Thai. Déjà, et puis aussi la première femme d'Afrique en tant qu'international Muay Thai coach. Donc voilà un petit peu ce qu'il nous fait dans Smart City. Pour nous finir le débat aujourd'hui, démo le concept, on a adapté bien un petit peu par rapport au temps et au nombre d'intervenants. D'habitude, c'est un modèle de 15 minutes de l'eau interprincipal et 15 minutes de questions-réponses. Donc aujourd'hui, nous pouvons changer un petit peu. Nous pouvons faire Avinash faire une introduction par rapport à cette conception sur les jeunes et la politique. Et Mary Jane pour faire 15 minutes dans la foulée. Alexandre, 15 minutes. Et nous pouvons faire 15 minutes de questions-réponses. Nous pouvons répondre dans la foulée. En troisième, nous pouvons une classe. En quatrième, pardon, une classe. Anishta Baboubam. Et après, nous faisons encore 15 minutes de questions-réponses et nous faisons une pause café. Après la pause café, je pourrais prendre avec Mervyn et avec Fauzi. Et question-réponse, à mon avis, pour gagner un bon 40-45 minutes de débat vers la fin. Okay? Donc, je peux aussi demander récit pour faire un long exposé dans une question et donne la chance aux autres. Bon, surtout, aujourd'hui, c'est la parole aux jeunes. Donc, il y a pas mal d'universitaires qui sont présents. Ils donnent la chance d'exprimer. Concernant les intervenants, ce n'est pas une plateforme politique. C'est un débat d'idées. Ça va vous, en tant que jeunes. Okay? Évitons les maestros, les leaders, etc., etc. Donc, en gros, ouais, je crois que c'est bon.
À la fin, ceux qui souhaitent faire une petite interview, pas gagner l'occasion d'exprimer d'autres, bon, ce sera toujours possible, on pourra faire vite, de manière assez courte de 60 secondes. Et dernière chose, donc nous avons un soutien avec l'équipe Inside News qui, en fait, là nous live le Facebook. Donc c'est sur le Facebook de Inside News, c'est bien ça? Ouais. Ok, ben, si vous êtes capable de partager, c'est most welcome. Donc s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui pas souhaitent visible aux vidéos, le Facebook, on se carave dans le coin, ok. Mais là, mais si c'est la Data Protection Act pour que vous y allez. Donc, et dernière chose, mettre le téléphone au silence, au switch off. Donc, celui-ci là pour modérer les temps. Donc, il y a des panneaux, un panneau 5 minutes, et un panneau 1 minute. Donc, nous pouvons faire des choses qui nous respectent là. Merci. Ben, je passe la parole à Avinash pour l'histoire Fosoli. En fait, chacun pour dire 2 bullet points au départ, le quoi c'est pour causer. Ok? Et après, je continue. Merci. Merci beaucoup, Dave. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, excusez-moi, mais je vais m'adresser en français. C'est ce que j'ai préparé, mais je pense que bon, ça passera, quoi. Je suis chercheur en sciences politiques. Je travaille la question de la postcolonialité et du multiculturalisme à Maurice. Je fais partie également d'un laboratoire à Paris qui se nomme le laboratoire de recherche sur le changement social et politique de l'Université Paris Diderot. Dans ce laboratoire, nous questionnons le présent politique des sociétés. Et l'axe de recherche que moi, je dirige dans ce laboratoire concerne effectivement l'île Maurice. Et lorsque j'entends un thème comme la jeunesse et la politique, il me vient, le chercheur que je suis, pose la question de comment donner un sens à ce terme de jeunesse dans la politique à Maurice. Et je vous parlerai de ça aujourd'hui. Alors, le hasard faisant bien les choses, cette édition de Cause Causée tombe en 2018, c'est-à-dire l'année des 50 ans de notre indépendance. 50 ans, c'est très court, c'est très jeune même. Mais 50 ans, c'est plus aussi jeune que ça. C'est-à-dire qu'en 50 ans, je crois que nous avons amplement le temps nécessaire de comprendre le système dans lequel nous sommes, de comprendre ce qu'a été ces 50 ans et de lui donner un sens. Si nous ajoutons à cela que, bien évidemment, à Maurice, notre histoire politique est beaucoup plus longue que 50 ans. Elle a au moins 300 ans. Je crois que ça commence à dessiner les perspectives historiques à partir de laquelle nous pouvons justement poser cette question de la jeunesse et de la politique à Maurice. Donc revenons à ces questions. Donc, quel sens peut-on donner au terme jeunesse dans notre présent politique ? Quel sens donner à ce terme alors que nous le voyons faire son apparition dans l'imaginaire politique un peu partout dans le monde ? Lors du printemps arabe, qui commence déjà à dater d'ailleurs, nous avons eu de cesse de voir et d'entendre tous ces jeunes manifester et réclamer du changement. À la suite de ces soulèvements, nous avons pu observer dans divers pays des phénomènes dont la similarité était celle d'une jeunesse qui était descendue dans la rue pour crier son indignation et sa colère. C'est comme si la jeunesse avait surgi sur la scène d'une histoire qui était en train de se faire. Il s'agissait littéralement même d'une apparition, dont le signe est souvent celui du progrès, des réformes, du changement, dont le signe était aussi celui de la réaction. Par réaction, j'entends un phénomène de refus, de rejet de ce monde dans lequel nous vivons, dans ce monde dans lequel nous sommes jeunes. Mais encore une fois, quel sens donner à cette jeunesse ? Représente-t-elle une stratégie politique nouvelle ? Est-elle une idée directrice quant à une certaine vision du renouvellement de la pratique politique ? Est-elle le signifiant du désir collectif d'un réenchantement de l'espace politique ? Pour dire les choses autrement, cette jeunesse se donne-t-elle comme mission une rectification, une réparation ou une réorientation de la société ? A-t-elle pour objectif la neutralisation d'une hégémonie ou le renversement d'un pouvoir ? Alors, les amateurs de littérature reconnaîtront dans cette apparition de la jeunesse sur la scène politique la fameuse scène de l'apparition du spectre dans le Hamlet de Shakespeare.
le spectre du père assassiné de Hamlet lui apparaît, le fantôme lui apparaît. Et nous avons ce vers qui est absolument magnifique, notamment de par le destin qu'il a eu dans l'histoire politique moderne. The time is out of joint, O cursed spite, ever was I born to set it right. The time is out of joint. Le temps est hors de ses gonds. Ever was I born to set it right. Hamlet, le fils d'un père assassiné, et qui réclame la justice dans la rectification de ce temps corrompu. Le combat contre ce quelque chose de pourri qui gangrène le royaume du Danemark. Le destin de Hamlet étant de remettre le temps à sa place, de le remettre en place. Il y a une grande référence au messianisme politique chez Shakespeare qui prend tout son sens dans Hamlet. Il y a comme l'appel à un destin qui serait celui d'une génération tout entière, que peut-être nous pouvons nommer la jeunesse, et dont l'objectif est la rectification, dont le but est de donner la justice et de rendre la justice. Mais revenons à des choses plus pragmatiques. Et afin de vraiment commencer à poser cette question de la jeunesse et de la politique, je vous propose de partir d'un constat. Comment se fait-il que nous ne cessons de parler de devoir faire la place à la jeunesse, mais que nous votons toujours pour les mêmes vieux ? Alors nous avons un exemple tout à fait récent de cela, avec l'élection partielle de la circonscription numéro 18, il y a quelques mois. Cette partielle m'a semblé être le moment opportun pour l'élection d'un ou d'une jeune, dans notre noble et fier hémicycle. Il me semble qu'il y avait strictement aucun enjeu gouvernemental ou politique majeur qui aurait justifié le fait que nous étions dans l'obligation d'élire un candidat dont la carrière politique est certes importante et respectable, mais qui ne représente aucunement une autre voix ou un autre point de vue. Ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à cela, nous avons été témoins d'un surgissement important de nouveaux partis composés de jeunes, et que même les partis historiques ont eux-mêmes aligné des candidats jeunes. D'une certaine façon, la jeunesse a vraiment occupé la scène politique de cette partielle. Elle en a été l'acteur principal, à mon avis. Et je crois que là, c'était vraiment une très très grande première à Maurice. Et on ne m'ôtera pas de la tête personnellement qu'il s'agissait d'une opportunité ratée, d'un rendez-vous manqué avec la jeunesse. La candidate du MMM, dont j'ai oublié le nom, n'arrêtait pas d'affirmer que Ban Gen manque l'expérience en politique. Ban Gen, c'est comme ça qu'elle prononçait le terme. Il y avait vraiment comme une gêne, comme quelque chose de gênant dans cette jeunesse. Par-delà les résultats, les partis et les candidats de cette élection, il était particulièrement intéressant de noter le nombre important de références faites à la jeunesse et aux jeunes. Les revendications de la jeunesse semblent avoir été accommodées à toutes les sauces et à toutes les idéologies, et ce par tous les partis. Allant des partis dont les candidats étaient des jeunes trentenaires, comme mon cher ami à côté de moi, à des partis dont les candidats n'étaient depuis bien longtemps déjà plus trentenaires. La dissémination de ce terme dans les différents discours, son appropriation à des desseins partisans, sa fonction tactique dans des stratégies électorales qui étaient parfois contradictoires, renvoie à la nature même de la construction des catégories politiques dans la pensée moderne. Ce sont des abstractions ne renvoyant pas à des individus concrets, mais plutôt à une conception imaginaire et symbolique des collectifs politiques. Lorsque nous entendons un mot comme jeunesse dans un discours politique, il me semble que ce terme ne renvoie pas seulement à la jeunesse en tant que groupe démographique ou sociologique regroupant des individus appartenant à une catégorie définie selon leur âge. Il renvoie surtout même à la jeunesse en tant que protagoniste, en tant qu'acteur d'un certain mode opératoire de l'action politique, et dont le signe est souvent celui du progrès, du changement et de la rupture. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ce terme de jeunesse, cet imaginaire de la jeunesse, soit souvent associé aux grandes réformes, aux grands progrès, aux grands combats sociaux, aux révolutions aussi. Il s'agit de la jeunesse en tant qu'elle incarne la possibilité même de l'avenir du monde, en tant qu'elle symbolise et signifie le fait qu'une autre société est possible, et que cette possibilité d'une autre société doit être toujours mise en jeu dans l'action politique, surtout si nous ne souhaitons pas que cette dernière sombre dans l'immobilisme et l'obsolescence. La jeunesse représente toujours, à mon avis, cette ouverture de l'horizon du possible. Elle représente un idéal à poursuivre, un horizon vers lequel tendre, un impératif éthique et moral qui devrait guider l'action politique de notre présent,
afin de faire advenir un futur perçu comme étant meilleur. Mais comment traduire cet impératif en des pratiques politiques concrètes? Toute la question est là. Alors je laisserai le soin aux différents intervenants du débat d'aujourd'hui de nous faire des propositions, afin que la jeunesse ne soit pas seulement cette utopie qui devrait orienter nos conduites politiques, mais qu'elle devienne une réalité concrète. Comment, en gros, est-ce que la jeunesse peut ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux chemins à explorer, afin qu'un renouvellement des pratiques et du lieu politique qui sont les nôtres soit enfin concrète? Alors nous ne sommes bien évidemment pas seuls à Maurice dans cette démarche. Il me semble que Maurice doit s'inscrire dans un effort qui est aujourd'hui global et qui a débuté depuis longtemps déjà dans les anciennes colonies que l'on nomme aujourd'hui les pays émergents. Cet effort se propose de repenser une transformation humaniste avec les valeurs que sont la justice, l'égalité ou encore la liberté, dans les conditions postcoloniales, dans les conditions néolibérales et dans l'impératif écologique qui sont aujourd'hui les nôtres. Mais reste la question, en quoi est-ce que la figure politique de la jeunesse s'inscrit dans ce cadre, et dans ce cadre particulier de la production d'un imaginaire politique? Je pense qu'avant de donner un début de réponse à cette question, nous devons définir le terme politique. Je crois qu'il comporte au moins 3 dimensions. Par politique, nous pouvons comprendre l'ensemble technique, technologique, institutionnel, administratif, bureaucratique, policier, sécuritaire et militaire, dont l'objectif est la conservation et la reproduction d'une population à travers l'exercice du gouvernement de cette population. Il s'agit ici de la politique comme forme d'exercice du pouvoir d'État. Une autre compréhension du terme politique pourrait être assimilée à une science de la résolution des antagonismes sociaux grâce à la lutte des revendications. Il s'agit ici plutôt de l'ensemble discursif, imaginaire et symbolique, dont l'objectif est le développement d'une tactique pour la prise de pouvoir. Par exemple, les partis politiques se situent dans cette compréhension-là de la politique. Et enfin, la politique veut aussi pouvoir dire une troisième chose. Je pense qu'elle est également l'activité de reconfiguration des rapports sociaux entre les individus d'une même société. La politique devient alors l'activité qui opère une rupture avec le conservatisme et la tradition de la classification sociale, qui destine les individus et les groupes d'individus, ou bien au commandement, ou bien à l'obéissance, en les assignant et en les inscrivant dans une hiérarchie sociale, en les inscrivant dans des normes, dans des manières de penser, dans des manières de travailler, dans des manières de parler, dans des manières d'être avec les autres. Et là où les choses deviennent intéressantes, c'est que la politique, c'est forcément ces 3 choses en même temps. C'est forcément ces 3 concepts, ces 3 définitions en même temps. Afin de pouvoir mettre en action une stratégie de l'émancipation et du progrès à travers des politiques publiques, il faut être au pouvoir. Et pour avoir la possibilité d'être au pouvoir, il faut avoir une tactique de la prise de pouvoir. C'est ce que font les partis politiques. Donc, comment à partir de là repenser la tactique de la prise de pouvoir et repenser la stratégie de, une fois qu'on est au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? C'est là, je crois, que les questions coloniales et post-coloniales deviennent pour nous extrêmement pertinentes à Maurice. J'ai débuté cette intervention en vous affirmant que malgré le jeune âge de notre État post-colonial, nous venons en réalité de beaucoup plus loin. Ce que nous nommons aujourd'hui l'île Maurice est à l'origine une île déserte qui s'est inscrite dès le début de son histoire dans le processus de la grande transformation du monde qui a été le colonialisme. Ce sont les différentes périodes coloniales qui ont peuplé notre pays. Ce sont également ces différentes périodes coloniales qui ont produit les structures économiques sur lesquelles repose le mode de production dans lequel nous sommes inscrits en tant qu'individus, sur lequel repose la société dans laquelle nous vivons. Et la transformation actuelle de notre société est d'une économie de la plantation en une économie des services tertiaires, grâce notamment au processus, fort complexe d'ailleurs, que nous nommons le néolibéralisme. Cette transformation est porteuse de grands potentiels pour l'affirmation d'une plus grande liberté et d'une plus grande autonomie de l'individu dans une société plus juste. Ce néolibéralisme est également très dangereux,
et peut nous mener vers les désastres de la dérégulation totale, de l'endettement irrationnel, de la société de la consommation infinie et de la destruction écologique, si nous n'avançons pas avec sagesse et prudence. Il y a, à mon avis, une réflexion politique extrêmement importante à poser sur ce terrain à Maurice. Il y a un travail de production de savoir scientifique, historique, artistique, littéraire et poétique extrêmement important et urgent à mener. C'est la possibilité même de savoir qui nous sommes, nous, qui nous disons mauriciens, qui est en jeu. Et il y a une conscience politique nationale et universelle à construire. Une conscience qui s'inscrit dans cette généalogie et dans cette histoire, mais qui soit orientée vers cet horizon de la jeunesse en tant qu'incarnation de l'avenir. Alors, vu qu'il me reste 8 minutes, je vais très très rapidement conclure. J'aurais aimé avoir encore 2 minutes, mais c'est pas grave. Allez, ok. Donc, c'est là, je crois, justement, c'est dans ce paradigme d'une société en transformation, d'une société qui est en train de quitter le sucre comme le fondement du rapport de pouvoir qui a constitué notre présent et qui va vers autre chose, qui va vers la globalisation, qui est déjà, en fait, dans le néolibéralisme. Je crois que c'est là que nous devons inscrire cette question de la jeunesse. Et de la jeunesse en tant qu'elle est le présent, mais en tant que ce présent, justement, on doit faire le lien entre ce passé et un avenir qu'il nous reste à définir. Voilà, merci. J'espère que ça a été clair. Vous avez compris quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy Raya. Je suis avocate de profession et aussi arbitre international. Aujourd'hui, dans la plateforme Code TV, je fais une cause sur comment la technologie, car encouragement de jeunes, ils veulent plus dans la politique. Mais on a une mauvaise perception ici qui, par rapport à un jeune, quand nous parlons de politique, il n'est pas que par rapport à un jeune, il veut dire que beaucoup de monde pensent qu'un jeune immature pour entrer en politique, ou qu'ils se sentent désengagés dans la politique, ou croire que en gros, et notre monde pensait qu'il va jeune, je plein avec la politique. Mais c'est pas ça. Avant d'aller dans le vif du sujet-là, j'ai envie de dire qu'est-ce qui constitue un jeune dans Maurice? C'est une tranche d'âge qui commence à l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 29 ans. Mais si nous guettons dans la société Maurice bien, nous avons aussi prendre en considération qu'un jeune est toujours considéré un jeune si on peut vivre que tout le monde par an. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que la perception que un jeune pas intéressé dans la politique, c'est pas une vraie perception des choses. 3 quarts des temps, un jeune n'est pas content de la manière que la politique fait dans le pays. Je ne pas senti qu'ils ne pas relate avec ça. Je ne suis pas vraiment apolitique, mais je trouve manière de faire politique par différents moyens. Je disais comprendre qu'il aussi, je sens quelquefois qu'ils ne la voient pas entendre comment elders, pour ne pas dire elders qui font partie du monde des politiciens. Je pensais que ce moyen qui se casse servi pour faire entendre dans la vie de tous les jours, c'est à travers la technologie. Si nous guettons bien, pour venir à ce là sur le fait comment la technologie a impacté l'involvement par les jeunes, si nous guettons bien, ce qui crée la disparité entre l'ancienne génération et la génération de jeunes, si nous guettons bien, c'est le monde digital. Quand on cause le monde digital, c'est vraiment un jeune qui involve là-dedans. Si on regarde bien, c'est le monde de cryptocurrency, financial intelligence, ou des affaires comme Facebook. C'est 3 quarts des temps, c'est un jeune qui veut participer là. Qui m'a envie d'expliquer pas comment un jeune trouvait de bizarre engagé politiquement. Nous réalisons que la participation en ligne pour faire political views entendre maintenant dans le monde entier,
de tout service plateforme en ligne. Comment me fait dire, me fait mentionner une plateforme, ou bien réaliser aussi nous devons réaliser que Facebook joue un grand part dans la vie de tous les jeunes auditeurs. On va pour marcher dans ce chemin, que tu vas retrouver un jeune sans ce portable de ce monde. Il est tout le temps in touch avec la technologie. Et là même des enfants de 10 ans qui ont possession d'une tablette. Donc, ce qui me tient à vous dire, c'est que les jeunes ne sont pas intéressés au système porte-à-porte ou le système que, oui, le cas participe à une plateforme proposée, mais la technologie est un moyen plus efficient et plus pratique pour tous les jeunes auditeurs. Après aussi, par rapport à comment le cas service technologique pour tous les jeunes, c'est il y a beaucoup de compagnies, je suis dans un site web, qui beaucoup de monde visite ce site web là pour coller qui compagnie là peut faire. Et le cas faire même affaires pour informer les jeunes qui une parti politique peut faire ou ce qui pays peut faire, ou comme par exemple si à la veille d'une élection, enfin pas à la veille d'une élection, mais quelques mois avant une élection, un politicien ou un parti politique a envie de passer sur agenda, il passe en ligne. Parce que c'est un moyen qui intéresse les jeunes, plus ils veulent et comprennent qui un parti politique peut faire pour ce pays. Comment je peux dire dans là, social media est une affaire bien importante qui peut forme partie de la vie des jeunes tous les jours. Comme par exemple, monsieur est tout au courant ici et monsieur est tout au Facebook ici. C'est pareil pour les jeunes, ils sont au Facebook et les premières affaires qu'ils ont fait quand ils sont réveillés en matin, c'est check sur Facebook. Et beaucoup de journalistes et beaucoup de gens qui ne passent pas l'information, ils comprennent ça aussi. Et il y a beaucoup de journaux comme l'Express, comme Défi Média, comme Inside News ou ION News qui passent toute l'information qui se fait pour passer sur Facebook. Et ça va l'information-là est assez instantanée. Un incident arrivé, une minute après, il est sur les réseaux sociaux. C'est pour montrer qui c'est que sa qualité information-là, c'est ce qualité des systèmes qui nous a utilisé pour faire les jeunes involvent plus dans la politique. Parce que quand ça va une histoire postée sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur Instagram, les jeunes réagissent tout de suite. C'est le fait qu'ils ont réagi tout de suite, les gens sont involved, ça veut dire que la voix peut écouter. Et la personne peut prendre en considération, je ne peux pas sentir délaissé, que peut dire comme ça, peut écouter l'ancienne génération quand l'issue politique est dédiée. Après aussi, et il y a des affaires, à part Facebook, etc., on ne peut pas faire politique, mais nous tous connaissons ici qu'en 2014, une affaire qui fait une grande réussite par rapport à l'élection, c'était une 5 vidéos et une social media vidéo, que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est sa vidéo-là, qui s'appelle Guéréman. Et ça, tu fais un message passer beaucoup. C'est sa qualité système-là qui nous a servi pour rendre les jeunes plus actifs dans les affaires politiques et dans l'avancement du pays. Quand nous causons, pour nous le fait, nous tous nous pensons, nous tous nous disons ici, Maurice, dans une nation démocratique. Quand nous venons la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? La démocratie, c'est qui ont fait tout un citoyen pays là, ils participent dans l'avancement pays. Quand ils viennent pour l'élection aussi, ils bien participent dans le vote par rapport à un système électoral, ils bien voter pour ce prochain leader ou du monde qui peut diriger ce pays. Par une plateforme digitale ou la technologie ou Internet, le fait qu'ils ont servi pour vous avoir un système là pour encourager les jeunes à participer dans le politique, ça pour encourager la présence de jeunes dans le système électoral aussi.
Donc, une démocratie pour bien finir. Nous ne pouvons pas dire qu'il ah oui, un parti citoyen, pas un participe dans le vote, dans la possession, dans la sélection électorale, etc. Le visa à ce là réalise une affaire. Nous, les jeunes, nous guettons le futur du pays. Nous ne guettons pas le passé, nous ne guettons pas ce qui est arrivé avant, nous guettons comment nous avons avancé en avant. Le futur d'un pays lie dans la jeunesse. Et c'est en fait ce que vous comprenez. Il lie dans la jeunesse, donc ils ont fait tout aujourd'hui pour mobiliser les jeunes, pour qu'ils deviennent actifs et réussir à faire la voix entendre. Et là, une autre affaire que tu peux suggérer et me penser qui est important dans la vie d'un jeune, tu peux introduire, vu que le monde digital est déjà présent dans ta vie, tu peux introduire le monde, l'éducation politique au niveau de l'éducation aussi. Et servir ça un programme digital là pour faire ce plus aware. Bon, pas pour utiliser longtemps. Juste pour conclure, j'ai envie de dire que c'est tout bien réalisé, qui sont jeunes, vous êtes bien éduqués, vous êtes bien motivés, votre participation dans l'avancement du pays pour un enrichissement. Contrairement à ce que tout le monde pense, les jeunes et la bonne aspiration et beaucoup d'ambition. Et nous besoin de la foi dans les jeunes un pays. Le futur lit entre la jeunes. Merci beaucoup. Bon, vous m'entendez bien comme ça? Si tu es debout, c'est mieux. Hein. Donc, je vais très très brièvement me présenter et présenter un petit peu mon parcours académique et professionnel avant d'engager la discussion sur le thème de la jeunesse et de la politique. Donc, Alexandre Pougnel, moi, je commence mon l'étude bien tard, l'âge 24 ans, parce que tout ce que je connais qui m'a envie de faire dans ma vie, qui m'a qui meilleure voie en fait qui peut emmener moi à cela. Et ça va être un petit peu dessus que je vais axer aujourd'hui ma démonstration. Alors ça a 24 ans, je quitte Maurice, maintenant la France. Pourquoi la France? Parce que je suis très intéressé avec des études de droit, mais principalement avec des études de droit axées sur les libertés fondamentales. Donc, je me connais parce que je trouve dans un programme scolaire qui a DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui apparaît en France, donc 1789. Et là, je tiens la Convention européenne des droits de l'homme qui tient tout sur l'inspiration. Et je suis bien intéressé à comprendre le système et je finis choisir donc un programme de droit et sciences politiques. Et ma spécialité sciences politiques, c'est droit constitutionnel et liberté fondamentale. Donc, et aujourd'hui, quand je suis arrivé, je essaye un peu mon expérience dans le cabinet avocat, qui pas vraiment marcher parce que étudier la loi pour devenir un avocat. Il ne faut pas finir étudier la loi pour devenir un juge. Il faut finir étudier la loi pour comprendre le fonctionnement de la société et pour pouvoir apporter quelque chose. Et comme on reste dans un bureau depuis 8h jusqu'à 20h, 22h, enfin, être avocat, c'est de défendre des droits, c'est de défendre, c'est de faire cela, c'est très important. Mais moi, j'ai envie d'apporter quelque chose de très très différent avec une même formation. Alors, qui fait mon cause là, c'est parce que ma conception du jeune dans la politique, c'est you must not rush into it. C'est-à-dire, nous tous appartenir à cette jeunesse mauricienne, nous avons envie de changer les choses. Mais il ne faut pas se dire aujourd'hui, moi, jeune, je vais changer les choses. Non. Parce que quand nous allons atteindre l'âge de pouvoir changer les choses, nous serons plus jeunes. Mais nous devons commencer jeunes. Par exemple, si on prend l'exemple des députés européens, enfin, parce que c'est le système que je maîtrise le mieux, on va prendre Daniel Cohn-Bendit. Mais 1968, un étudiant, il est révolté. Pourquoi? Parce que Paris-Sorbonne, à l'origine, il ouvrait une
classe sociale. Il révoltait, il dit c'est pas normal. Nous pouvons camper jusqu'à qui Paris-Sorbonne donne secours tout le monde. Donc c'est un book qui commence zen, mais ce n'était pas de la politique, c'était du militantisme. Or, le militant n'est pas un politicien. Le politicien est un militant. Mais pour devenir un politicien, il faut commencer d'abord à être militant. C'est-à-dire, aller au terrain, regardez comment les choses se passent, recevez des claques. Il y a des personnes qui ne vont pas vous aimer, mais qui vous peuvent causer, qui vous connaissent, ou zen. Oui, ben pas grave. Moi, comment zen me fait mon bannière, mais c'est sa bannière là qui peut faire qu'un jour, vous pouvez parer pour apporter une solution pour vous. Donc, il faut vraiment commencer en tant que jeune. Parce qu'il y a plusieurs phases de développement chez le jeune adulte. Et ça, vous allez apprendre ça, notamment en management. Vous avez des jeunes de 18 à 28 ans. De 18 à 28 ans, on a des idées, on a plein d'idées. On a des idéologies surtout. On fonde tout notre savoir sur des idéologies et on ne peut qu'émettre des avis. On ne peut pas émettre d'expertise. Parce qu'on est en train de se construire, on se dit « Ah, mais on peut faire ça, nous faire ça. Qui fait ça, ministre-là, pas peut faire ça et tout. » Parce que ce ministre-là, il arrive d'un stade quand il est confronté à la réalité. C'est-à-dire qu'on parle de transparence. En effet, il n'y a pas de transparence vraiment à Maurice. Mais tous les dossiers ne peuvent pas non plus être transparents. Parce que même s'ils étaient transparents, si nous, jeunes, nous avions accès à ces dossiers, nous n'aurions pas compris les impacts de la même façon. Parce que nous manquons de recul sur le sujet. Donc, de 18 à 28 ans, ce qui est important, c'est de savoir qu'on a beaucoup d'idées. C'est important d'avoir des idées. Il ne faut pas se limiter et se dire « Ah, j'ai trop d'idées, moi, bien arrête de penser là parce qu'il trop d'idées, moi, je perdu. » Non, vous êtes bien perdu. Vous êtes bien perdu parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'arrivé vers l'âge de 30 ans, 30 à 40 ans, vous allez vous dire « Ben, moi, je suis perdu. » Mais au fait, je finis réaliser qu'il y en a 3 ou 4 idées qui m'ont envie de concentrer dans ma vie. Et là, vous commencez à vous spécialiser. Donc, c'est-à-dire, vous avez fait peut-être un parcours académique, 18 ans jusqu'à 20 ans, 22 ans, comme tout le monde. Mais vous n'êtes pas encore construit. Vous avez des outils qui vont vous permettre de vous construire. Et donc, là, c'est un peu la phase du réveil. Et ensuite, à la fin de 28 ans, c'est la phase de l'éveil. C'est-à-dire, vous commencez à conscientiser et à vous dire, ben, je ne vais pas arriver à faire tout ce que j'aurais voulu faire. Je ne vais pas arriver à changer le monde dans tous les domaines. Donc, on va peut-être me diriger un petit peu plus vers un domaine, me concentrer sur des domaines qui me sont chers. Là, je vais prendre encore mon exemple. Par exemple, bon, maintenant j'ai bientôt 33 ans. J'ai vu qu'il y avait le droit, la politique, oui. Mais dans la politique, il y a beaucoup de choses. Dans la politique, il y a le côté social, vous avez le côté environnemental, vous avez le côté travail. En fait, il y a énormément de questions à traiter. Et moi, j'ai choisi d'aller beaucoup plus vers l'environnement. Et je me dis, bon, tu aimes l'environnement, ok? Tu as un bagage généraliste qui te permet de comprendre plus ou moins pas mal de questions sur pas mal de thèmes. Mais pour autant, même si on va Google, même si on est très très intéressé, si on met énormément d'efforts à essayer d'aller sur le thème de l'environnement, dire « Ah oui, disons zone humide, wetland ». Vous pouvez lire ce que vous voulez sur Google. Ça ne vaudra jamais une formation académique. Pourquoi? Parce que la formation académique sur le wetland couvrira des points que vous ignorez et que vous ignoriez toujours, même si vous allez chercher sur Google. Parce qu'il y a des auteurs à lire. Et pourquoi? Parce qu'ils vous apprennent en fait l'histoire. Ils ne vous disent pas, aujourd'hui, nous sommes là. Quand on lit sur Google, ce qu'on lit, c'est l'actualité. C'est aujourd'hui, voilà ce qu'on sait des wetlands. Mais pour arriver à ça, quand vous allez renforcer votre bagage, ils vont vous apprendre l'histoire. En fait, quelle est la pensée? Qu'est-ce qui a fait que l'homme a commencé ici et a fini par s'intéresser aux wetlands? Et du wetland, on a vu qu'il y avait une biodiversité, etc. C'est-à-dire, vous, il faut que vous fassiez la même démarche. Vous commencez au début. En politique, il faut connaître son histoire. Il faut connaître l'histoire du pays. Il ne faut pas connaître l'histoire du pays telle qu'on nous l'apprend à l'école. C'est-à-dire 68, paix de l'indépendance. Parce que ce qu'on nous apprend, à nous jeunes, parce que c'était pareil pour moi, c'était pareil pour Dave, je vais dire à son époque, mais c'est toujours son époque. Hein? C'est toujours son époque.
Voilà, notamment, non, mais notamment sur ce point-là, je lisais, il y avait un monsieur de 60 ans, on lui posait la question, ah oui, mais ça fait quoi d'être vieux? Il dit, je ne suis pas vieux, je suis un jeune de 16 ans avec 44 ans d'expérience. Vous voyez. Donc, ce qu'on nous apprend, et c'est une erreur, c'est qu'on nous apprend à appréhender l'histoire avec nos yeux, avec nos conceptions actuelles des choses. Or, on ne peut pas se projeter dans le futur sans connaître son histoire, mais sans avoir observé son histoire avec les yeux de cette époque, c'est-à-dire avec les mœurs de cette époque, avec les coutumes de cette époque, qui étaient cruelles pour nous et qui l'étaient pour certains, notamment, allons parler de l'époque de l'esclavage. Nous avons eu un mouvement de soulèvement des Lumières. C'était les Lumières contre les esclavagistes. Donc, les soulèvements ont toujours existé à toute époque. On dira que les Lumières étaient en fait très avant-gardistes parce qu'on comprenait que tous les hommes se valaient. Mais, à cette époque, c'était une conception que les gens avaient. Et donc, il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de juger l'histoire avec notre conception actuelle des choses. Il faut qu'on tente de comprendre. Et surtout, comprendre son histoire permet en politique de ne pas, d'une part, reproduire les mêmes erreurs, mais ça permet surtout de venir créer quelque chose de nouveau, donner des leçons aux gens. Parce que l'histoire, ce n'est pas qu'une histoire politique, c'est une histoire sociologique, etc. Et donc, ça permet de se forger. Pourquoi connaître son histoire? C'est le passé, c'est pas intéressant. Nous, on est jeunes, on voit vers l'avenir. Justement, connaître son histoire, c'est très important. Si on se place en médecine, par exemple. Si on se place en médecine, quand vous allez voir un médecin, vous avez d'atroces migraines, vos yeux coulent, etc. Il y a deux types de médecins. Vous avez le premier médecin qui, lui, va dire, OK, mon patient a des symptômes, les yeux qui coulent, le nez qui coule, la tête qui fait mal, Panadol. OK, Panadol, Rumex ou peu importe, je ne fais pas de publicité, il n'y a pas de lobby, mais il va vous soigner en fait un symptôme. Celui qui soigne le symptôme, c'est celui qui ne connaîtra pas en politique son histoire, qui ne connaîtra pas le fondement de notre société mauricienne, où nous avons commencé, comment est-ce que nous sommes arrivés ici aujourd'hui. Tandis que si vous allez voir un bon médecin, lui, il ne va pas tenter de soigner des symptômes. Il va remonter à la source. Il va regarder quel est le problème, où le problème commence. Il va vous dire, écoutez, vous avez des symptômes, oui, qui peuvent s'apparenter à des symptômes de grippe, mais on va remonter à la source. On va essayer de soigner le problème et pas les symptômes. Il va vous faire une batterie d'examens. Pour peu que vous ayez un peu de chance, ça sera une grippe. Pour peu que vous soyez malchanceux, ça sera une tumeur. Donc, l'importance de connaître son passé. Ensuite, nous avons un texte fondamental à l'île Maurice qui est la Constitution. Le problème, c'est qu'on a ce que dit la Constitution et on a la pratique constitutionnelle. Parce que les gens s'amusent à dire, oui, Maurice, système westminsterien, c'est faux, c'est totalement faux. Nous sommes une république qui ne s'apparente pas du tout à la lecture d'une constitution par un constitutionnaliste à un système westminsterien. Nous avons une constitution mauricienne qui a été rédigée par un Anglais, en partie, de Smith, ok? Professor in Constitutional Law. Sauf que si vous traduisez Constitutional Law en termes juridiques en français, c'est droit administratif, droit des institutions. Ce n'est pas le droit constitutionnel. Donc nous avons un professeur spécialisé dans le fonctionnement des institutions à qui nous avons confié la tâche de venir dire quelles seront aussi les valeurs fondamentales pour l'île Maurice. Pourquoi? Parce qu'une constitution est divisée en deux. Dans une première partie, vous avez toujours les valeurs fondamentales et dans une seconde partie, vous avez l'organisation de l'État, donc des institutions. Et nous avons, nous, un professeur spécialisé uniquement dans la seconde partie qui nous a donné une constitution. Et c'est un peu le problème que nous rencontrons en Maurice aujourd'hui, parce que ce n'est pas une personne qui avait été formée ou qui a évolué dans une tradition, parce que la tradition britannique n'est pas une tradition constitutionnelle, c'est une tradition coutumière, donc les droits fondamentaux sont régis par des lois, enfin aujourd'hui par la Convention européenne des droits de l'homme, mais nous n'avons pas ça. Et donc, je vais prendre un petit exemple. J'ai voulu rechercher, toujours pour faire le lien avec le droit de l'environnement, ce que notre Constitution disait sur la notion d'intégrité. Parce que l'intégrité, quand je vais vous poser la question d'intégrité, c'est l'intégrité du corps physique. Okay?
L'intégrité, c'est, en droit constitutionnel, le droit à la vie. Le droit à la vie se déclinant, le droit de vivre en bonne santé, le droit d'avoir accès à l'éducation. C'est en fait, la dignité, c'est une équité. C'est une équité, c'est une égalité. Mais quand vous lisez la Constitution mauricienne, comme elle a été faite beaucoup plus par une personne de tradition britannique, l'intégrité se limite à l'intégrité physique de la personne ayant été condamnée d'une peine pénale. C'est-à-dire en prison, on n'a pas le droit de martyriser. C'est la seule chose que notre Constitution dit sur l'intégrité. Or, la question de l'intégrité est aujourd'hui très très importante dans notre société. Pourquoi? Vous avez au Pakistan, vous avez aux Pays-Bas et vous avez dans d'autres pays nordiques des personnes intelligentes qui ont vu que les gouvernements ne tenaient pas leurs promesses par rapport au respect de l'environnement. Et le respect de l'environnement, quelque part, c'est de permettre à tout le monde d'avoir droit à une vie saine. Parce que l'environnement nous permet de respirer un air sain. L'environnement nous permet d'avoir une agriculture raisonnée qui nous permet de manger correctement des bons produits, etc. Ça se décline. Donc ces personnes, très soucieuses de l'environnement, ont saisi les juridictions pakistanaises, du Pays-Bas, etc., et ont demandé à ce que le gouvernement soit condamné sur, en général, c'était la section 7 de la Constitution, pour atteinte à leur intégrité, du fait qu'ils ne puissent pas respirer un air sain, parce qu'il n'y avait pas de respect à l'environnement, pas de politique environnementale mise en place par ces gouvernements. Et ils ont obtenu, sur le fondement de cette partie de la Constitution, sur le droit à l'intégrité physique, ils ont obtenu la condamnation des États. Ces États ont été condamnés par leur propre juridiction. Donc, ça nous mène à quoi? Ça nous mène à dire aussi que la séparation des pouvoirs est très importante dans un pays. Vous avez le législatif, l'exécutif, le judiciaire. À l'île Maurice, c'est inexistant. À l'île Maurice, nous avons un exécutif, point. Et là aussi, nous avons une pratique qui est très faussée de la Constitution et qui met en avant, c'est une pratique très, je veux dire, très britannique, très westminsterienne au final, qui met le Premier ministre comme presque chef de l'État, alors que le Premier ministre n'est qu'un chef du gouvernement et que notre Constitution dit clairement que le gouvernement, la mission du gouvernement est d'éclairer le président de la République sur la politique à être appliquée dans le pays. Donc la bonne lecture de notre Constitution, une connaissance de notre Constitution qui fonde la politique à Maurice est très importante. Et je pense qu'on va essayer d'aller un petit peu dans ce sens à Maurice en donnant un petit peu de conférences, en expliquant à la jeunesse qui veut se lancer dans la politique, maîtrisez votre histoire. Nous allons vous donner les éléments en main, les éléments clés pour comprendre votre Constitution. Parce que ce n'est que sur cette base qu'on pourra avoir une pratique politique qui sera différente dans l'avenir. Mais il faut vraiment aujourd'hui ne pas vous presser. Prenez votre temps, rassemblez toutes les connaissances que vous pouvez, essayez de discuter, essayez d'accepter de vous remettre en question. Parce que ce qu'on croit savoir n'est pas toujours la vérité. Et se remettre en question, c'est très très important, et accepter la critique surtout. Accepter la critique. Des fois, on peut être critiqué, avoir raison, mais ne pas débattre avec une personne qui, même si vous avez raison, va toujours s'exciter, essayer de vous faire vous détourner, essayer de vous faire être débalancé. Si vous voyez qu'une personne est trop têtue sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas, arrêtez le débat et essayez de convaincre toujours. Parce que peut-être que convaincre, le fait de ne pas réussir à convaincre vient peut-être de vous et pas de la personne qui ne veut pas accepter votre idée. Si vous ne parvenez pas à convaincre, reformulez, réfléchissez, mais qu'est-ce que j'ai dit? Comment est-ce que je l'ai expliqué? Ça vient toujours de vous. Donc, toujours se remettre en question d'abord et ça vous aidera peut-être à être de meilleurs politiciens pour nous tous et pour vous-même. Voilà. Merci. Donc, pour les questions, c'est bien ça, hein, maintenant. 15 minutes. Donc, bref, précis. Bonjour, Brian, j'ai 29 ans. Alors, moi, ma question, c'est que, enfin, bon, mon observation, c'est qu'à Maurice,
tous les partis politiques sont classés dans le même côté. Ce sont tous des partis socialistes, excepté le PMSD, mais finalement, il n'y a pas vraiment d'idéologie politique. Donc, nous les jeunes, on se dit qu'on en a marre de la protection de certaines personnes. Pourquoi ils sont plus protégés que d'autres? On veut plus de méritocratie. Mais pourquoi est-ce que les jeunes ne forment pas un parti politique plus vers le libéralisme, vers le capitalisme, où il y a beaucoup plus de méritocratie, où les lois du marché sont en vigueur? Pourquoi les jeunes ne vont pas dans cette nuance? Donc, ça c'est ma grande question, parce que je vois que à chaque fois, les jeunes ne s'identifient pas au parti traditionnel parce qu'on en a marre de toute cette protection qu'il y a. Il faut protéger certaines choses. Le welfare state augmente d'année en année, alors que finalement, est-ce qu'on a besoin de protéger autant ces gens-là? Vous voyez, peut-être parce que notre pays, c'est que 50 ans d'indépendance, c'est quand même jeune en politique. Donc, pour pouvoir avoir cette indépendance, il a fallu se baser sur le socialisme. Mais est-ce que Maurice devient assez mûr pour pouvoir se bouger dans une direction? Je peux répondre? Vous croyez vraiment que le socialisme est une hypothèse qui existe à Maurice, qui a existé? L'histoire de Maurice, c'est celle du capitalisme. C'est là qu'il faut connaître notre histoire. Hein. C'est ce qu'on appelle le colonialisme commence avec, en sciences économiques, l'élaboration du mercantilisme. Alors le mercantilisme, c'est quoi? Ça a été tout cet ensemble de savoirs qui a justifié historiquement, mais pragmatiquement aussi, le fait qu'on puisse introduire la logique du marché et la logique de la marchandisation dans absolument toutes les sphères de la vie, jusqu'à marchandiser la vie elle-même. C'est ce qu'on appelait l'esclavage. Alors, on a eu quelques esclaves à Maurice. Hein. Après, nous sommes passés, justement, avec ce que vous nommez socialisme, bon, c'est du libéralisme pur et dur, hein, la dépendance à Maurice, dans un contrat social. Ce contrat social, il repose sur quoi? Et je vais profiter pour faire ma conclusion. Il repose sur un consensus national que nous avons fait. Ce consensus, il dit quoi? Il dit que tous les Mauriciens sont les victimes du colonialisme. Nous avons été emmenés ici en tant qu'esclaves, en tant que coulis, en tant que d'autres formes aussi d'assujettis. Et ce consensus veut que la providence que vous voulez jeter comme ça par la fenêtre nous permette de produire de la justice sociale, nous permette de produire de la dignité, nous permette de nous tenir debout sur nos deux pieds, sans être assujettis à cette logique sucrière du capital, qui se trouve, encore une fois, au fondement de notre société. Je ne suis pas du tout d'accord lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'idéologie dans les partis politiques. Il y en a. Le Parti travailliste, je vais parler que de deux partis politiques, parce qu'à mon avis, il n'y en a vraiment que deux. Hein. Le Parti travailliste se construit fondamentalement dans ce contrat social-là. Ce que moi, je nomme dans ma thèse le ramgoulamisme, c'est ce contrat social. C'est, on va financer, on va gagner des marchés pour le capital historique, le capital colonial, et on va le taxer derrière pour financer l'éducation, pour financer la providence, financer la santé pour tout le monde. C'est notre destin universaliste. Hein. C'est le destin mauricien, ça. Attention. L'autre partie, ou plutôt l'autre bord idéologique, qui, moi je trouve, il est vraiment très très bien incarné par Jagnat, c'est celle de la dérégulation absolue, du libéralisme absolu et du néolibéralisme absolu. C'est-à-dire, on vient encore une fois, hein, le néolibéralisme c'est quoi? C'est l'introduction de la logique de marché dans la prise de décision à tous les niveaux du vivant, à commencer par sa propre personne. C'est-à-dire que l'individu n'est plus appréhendé en tant qu'humain, hein, humain dans le sens des sciences sociales, qui a au moins 400 ans d'histoire. Elle est appréhendée comme une entreprise. Le but de l'être humain sur la Terre, c'est quoi? C'est de faire des profits. C'est de se gérer pour faire des profits. Et quel qu'en soit le coût, hein, et le coût, c'est quoi? C'est si on a besoin de laisser une partie de nos concitoyens, de nos compatriotes à la rue, eh ben on s'en fout, du moment que le profit est fait. Vous avez tort, monsieur. Je me permets, hein. Non, enfin, on peut nommer les choses comme on veut, ça ne veut pas dire que c'est ça, hein, voilà, ouais.
Mais là où vous touchez à quelque chose, si je peux juste finir, c'est que, et c'est là que cette réinvention de la politique est très très importante. Voilà. C'est là que cette réinvention de la politique, en tant qu'idéologie, est extrêmement importante. Nous n'avons pas de vision de la société à Maurice. Avec l'effondrement des hypothèses de gauche, de l'hypothèse socialiste pour le coup, nous nageons dans l'hégémonie américaine néolibérale. À partir de là, comment penser un modèle social plus efficace ? Il est clairement dans la réconciliation de l'impératif de la croissance, on ne va pas échapper à ça, à travers plus de démocratisation de notre économie aussi. Nous devons décolonialiser notre économie. Et parallèlement à ça, une redistribution de ces richesses beaucoup plus juste. Tous les Mauriciens aujourd'hui n'ont pas besoin de services de santé gratuits qu'ils peuvent se permettre. Donc on peut, sans forcément changer les budgets, orienter ce budget vers les gens qui en ont vraiment besoin, par exemple. C'est là que les partis politiques ont des réponses à nous donner. Je suis citoyen, je pose aussi la question. Pour justement revenir sur la notion de parti politique, je pense que ce n'est plus d'actualité. Je pense que, enfin, si vous voulez, en 2014, j'en ai intégré un. Mais au fur et à mesure qu'on avance, qu'on commence à côtoyer beaucoup de jeunes qui ont exactement les mêmes aspirations, à peu près les mêmes parcours, les mêmes ambitions, aussi sur le long terme, on réalise que ces jeunes ne veulent plus se rassembler sous une bannière. Ils ne veulent plus se rassembler sous une bannière pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas se rassembler avec une image. Il y a un leader et des sous-fifs. Ils veulent se rassembler autour de valeurs et d'avoir un noyau très dur. Et pourquoi est-ce qu'ils ne se rassemblent pas encore pour le moment? Pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas de formation? Pour la simple et bonne raison qu'ils attendent de voir si ces valeurs sont traduites par les différentes personnes qui fonctionnent un petit peu comme elles au jour le jour. Et aussi, elles attendent de voir si, en travaillant avec ces personnes à long terme, il pourra y avoir une cohésion. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour remporter des élections, vous voyez qu'il y a énormément d'alliances entre des partis politiques qui ne sont pas faits pour s'entendre, mais qui sont là pour un même but, c'est le fric. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Parce qu'on voit beaucoup de ces personnes qui n'ont pas fait l'effort de se former, de se forger intellectuellement, pour pouvoir proposer une solution à des personnes qui en attendent une. Vous savez, c'est peut-être une conception personnelle, mais pour moi, la politique, c'est de se forger pour parvenir à un moment ou à un autre à penser beaucoup plus rapidement à des solutions qu'à une personne lambda. C'est-à-dire que prétendre vouloir être politicien, c'est de pouvoir penser à demain avant de penser à aujourd'hui. Toujours. De se préparer à ça. Et donc, aujourd'hui, vous avez des formations politiques qui existent, mais il y a 3, 4 personnes, et toutes ces personnes parlent de s'unir, etc. Sur Facebook, les réseaux sociaux, on a des personnes qui, elles, sont beaucoup plus pressées que d'autres, qui ont envie que ce changement arrive beaucoup plus vite, alors que la société mauricienne n'est probablement pas prête. Maintenant, vous allez dire le socialisme. Oui, le socialisme, c'est l'argument électoral pour remporter une élection. Il y a plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais sur la radio avec un ancien ministre qui m'a expliqué le fonctionnement, qui me dit que ça sera difficile à changer, qu'une élection ne se remporte pas sur un programme, sur une vision pour le pays, mais sur une promesse de qu'est-ce que vous gagnerez dans le court terme. Dans le court terme. Il y a des personnes qui sont encore plus court-termistes parce qu'elles se disent, bon, je ne vais pas attendre de voter pour gagner après l'élection, je veux gagner avant l'élection. Donc, il y a des distributions de fric qui se font pendant les élections qui sont vraiment monumentales. Et le changement doit d'abord venir des personnes qui votent plutôt que des personnes qui se présentent. Parce qu'une... Oui. Boris Pouillet m'a bien impressionné par ton intervention, surtout de référence à l'histoire. Et moi, vous pensez, ben, jeune qui peut envie de faire la politique, depuis 5 ans, l'évolution de la politique à Maurice. Surtout, ben, politique du mainstream, parce que tout Paris, bonnet blanc, blanc bonnet. Ça, c'est première chose que je vais faire. Et ensuite, deuxième observation, moi, personnellement, par expérience, je pensais qu'un jour, des acteurs politiques
après 60 ans. Et mon petit quoi qui fait, et parce que moi, je suis fanatique de Socrate. Socrate, il me dit, ou faire politique après 60 ans. Parce que causel, la tentation est évidente, partout. Causel, vous ne faites marier, vous voulez gagner la case, vous voulez gagner le taux, vous voulez gagner ici, gagner là-bas, faire du tout ce que dit Socrate, mais bon. Donc, l'occasion fait les larrons, comment vous finissez gagner l'occasion? Pour qu'aucun disait, après qu'aucun bête, vous venez. Et c'est à cause de ça que moi, il y a 4 ans, je vais faire mon descente dans l'arène politique, car élection municipale. Pourtant, je suis membre du Medical Council. Contre ça, gagnant, je ne sais pas comment je vais foutre de haut. Je vais foutre de haut, je vais faire politique parce que je suis envie de conseiller municipal, je tenais une vision. Et je ne vais pas l'élite. Je vais battre avec ça 2 parties mainstream là, je vais sur 7e. Mon gars 600 voix, mais c'est moi qui me content. Beaucoup de monde n'a prêté. Moi, je peux pas dans Roland, tu mérites plus qu'un ban rentre dans le conseil. C'est ce que je veux dire. Bravo. Bravo. Bonjour, je m'appelle Nansavi. J'ai envie de répondre à une question. J'ai envie de répondre à Alexandre. Alexandre, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Les 3 points qui ont avancé. Premier point, vous pensez qu'il est important de connaître l'histoire de l'indépendance. Vous pensez qu'il est aussi important de connaître la guerre que nos grands-parents ont menée pour nous gagner l'indépendance. Et ça, l'histoire-là, il est aussi péché l'identité des autres. Et ça, l'histoire-là, il est aussi chez nos constitutions. Nos juristes, moi, je pense qu'il y a une marée constitution. Et d'ailleurs, le peuple... Pourquoi? Attends, vous pouvez la bolo là. En 1968, quand nous guettons, à l'époque, justement, quand nous guettons l'histoire, dans nos constitutions, le système du best loser à l'époque, je ne vais pas dire à ce là qui société évoluée, il y a quand même un système qu'il met en place pour rassurer toutes les communautés de l'époque. Et si pas tient à ça, qu'il faut un petit peu dans bagarre, qu'il faut un Maurice, pas pour être comme il était. C'est vrai qu'il aussi, une autre affaire, nous avons une constitution westministérienne, nous avons un système politique westministérien. Et nous trouvons qu'avec toute l'année qui est passée, bien sûr, nous trouvons un improvement de nos constitutions, et aussi improve nos systèmes westministériens. C'est ce système-là aussi qui oblige tout parti politique à faire l'alliance. Parce que si vous ne faites pas l'alliance, vous ne pouvez pas capable de gouverner. C'est extrêmement difficile pour un parti tout seul gouverner le pays. Et il ne faut pas croire qu'il est prêt pour un système qui est instable. Une autre affaire encore, que tu peux dire, c'est que, voilà, quand on dit qu'il nous paie une séparation du pouvoir, je pense qu'il n'est pas vrai du tout. Nous avons un système judiciaire qui, même récemment, et même plusieurs fois, il arrête l'abus de l'exécutif et aussi l'abus du législatif. Et il y en a plusieurs, plusieurs exemples. Okay. Attends, ok. Et l'autre affaire encore. Peut-être donner une question pour après. Ok, non, un dernier point. On aura 40 minutes après. Ok. Non, sorry, allez, un petit point. Un dernier point. Enfin, tes derniers points. Non, mais tu auras l'occasion à la fin dans le wrap-up. Ok. Quand on dit que tous sont faits tous les pouvoirs sont centrés vers le Premier ministre, vous pensez que le peuple est assez confortable avec ça parce qu'il tendait une élection quand il y a une alliance qui te propose un autre système qu'un président ou élu au suffrage universel, le peuple l'a rejeté. Le peuple n'a pas rejeté. Ok. Il faut que je réponde. Alexandre, je prends une dernière question et après. Atishu Ouzagir. C'est plutôt une réflexion du Pécos Banjon qui pas de récit de place la politique Maurice, dans une élection Cadon. Mais selon moi, il y a deux courants qui peuvent faire face.
l'époque coloniale. Mais un des plus grands legs ici, qui le gouvernement colonial est de nous, à travers l'éducation qui se fait de nous avant l'indépendance, c'est être pragmatique. Le monde anglo-saxon, lui, réputé pour son pragmatisme. C'est ça qui m'a inculqué depuis un jeune âge à tout le Mauricien. Surtout, majorité qui votait Maurice, je tenais ça imprégné des autres. C'est le pragmatisme. Ça veut dire, à la fin, pour les autres, c'est comment je peux faire ce travail mauricien. Comment je peux avoir des enfants d'école, un entrepreneur, comment je peux faire profit. Là, il y a un nouveau courant qui veut faire face à ça, qui veut cause plus justice sociale, le socialisme, le droit humain. Mais la majorité du monde qui votait ici, je ne pas retrouver autres là-dedans encore. Je suis encore imprégné de ça, concept pragmatisme. C'est selon moi. On va dire Je peux répondre dessus? Nos questions. Ah, il y a une question, ok. Ouais. Qui va avenu une nouvelle plateforme comme Smart Citizen ou une jeune comme Alexandre peut proposer pour faire ces deux courants-là, trouve ce qui est commun en eux. Parce que c'est à ce moment-là qui met ça à pour passer. Sinon, une jeune peut continuer pour s'exercer en vidéo Facebook. Non, elle va parler. Du tout, vous continuez à faire plateforme, vous continuez à causer, vous continuez à avoir une grande idée, mais pas faire aucun inroad qui change quoi que ce soit. Parce que le chemin, le changement, il passe par le pouvoir. Ça, c'est universel. Ouais. Un petit commentaire. Alors, tu n'as pas parfaitement raison quand tu dis que la construction de la collectivité politique, il y a un vrai problème. Ça qui t'appelle le pragmatisme, c'est en réalité, il y en a une histoire, hein, ça commence à peu près au XVIe siècle. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le pragmatisme, c'est notamment la manière, enfin la pensée, l'idéologie qui est derrière le gouvernement de type américain, de type états-unien. Et par rapport à ça, on ne trouve aucune contradiction entre le pragmatisme et la conception de la justice, parce que c'est le pragmatisme qui a produit la justice, enfin cette idée-là de la justice sociale. Ça qui nous bizarre à l'esprit, c'est ce qui nous appelle justice sociale aujourd'hui. Il forcément opère dans le cadre de l'économie libérale. Il passe aussi depuis là-dedans. Hein. Là, au côté d'une très très grande différence, qui est une différence, sorry, on fait appeler mot scientifique, mais c'est une différence bien importante. C'est que un économiste comme Amartya Sen ou un philosophe comme John Rawls, ça qu'ils ont demandé à travers la justice sociale, c'est qu'ils nous arrêtent et n'a une conception utilitariste de l'homme. L'homme n'est pas un moyen pour une fin économique. L'homme est en lui-même, l'homme est sa propre fin. Et l'économie doit être un moyen pour l'épanouissement de l'homme, de l'individu. C'est ça qu'on appelle la justice sociale. Et ça, c'est aussi du pragmatisme. Donc il n'y a pas de... On est aussi dedans à Maurice. Hein. Ce ne sont pas des tendances idéologiques qui s'affrontent, là, du tout. Bon, je vais très rapidement vous répondre. Sans vouloir vous faire insulte, enfin, j'ai observé un peu. Je pense que vos observations démontrent que vous êtes un parfait fruit du système qui est en place depuis 1968, qui fait... Non, c'est pas une insulte, c'est pas une insulte, c'est très important, parce que c'est ce que la majorité du peuple mauricien pense. Quand on vous parle d'indépendance, nous l'ancêtre in la guerre pour l'indépendance, c'est totalement faux. Historiquement, c'est totalement faux. Déjà, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la guerre 14-18, vous avez la Société des Nations qui se crée avec un principe qui s'appelle le principe de l'autodétermination. Qu'est-ce que c'est? C'est le principe des peuples à pouvoir décider pour eux-mêmes, à pouvoir, très rapidement, ah bon, plus près, à pouvoir se gérer eux-mêmes. Ensuite, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, le principe n'est pas appliqué. Et après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un mouvement de décolonisation qui est très important. Pourquoi? Parce que des peuples, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été opprimés. Et il y a cette conscientisation des personnes qui se disent un peuple n'a plus le droit d'être soumis à un autre peuple. Et il y a donc ce mouvement de décolonisation. C'est beaucoup plus compliqué, mais il faut to put it in a nutshell. Tu as de nombreuses résolutions. Oui, mais en une minute. Et tu as le complexe qu'on appelle le complexe du Pays-Bas, donc le complexe hollandais, qui. Tu as le complexe hollandais où nous avons deux types de décolonisation qui sont observées, des décolonisations très violentes ou des décolonisations pacifiques. Au lendemain de la Seconde Guerre, l'Angleterre ressort de cette guerre ruinée. Et donc,
Ok. Et donc, il faut trouver une solution, et la solution est la décolonisation. C'est très très court, mais c'est, comme il dit, beaucoup plus complexe que ça. Maintenant, sur le plan constitutionnel, en effet, oui, on a une pratique westminstérienne d'une constitution. C'est-à-dire que notre pratique est elle-même inconstitutionnelle. Donc, ça voudrait dire, demain, je mets une loi, mais dans la pratique, je fais le contraire de la loi. Qu'est-ce qui prévaut, la pratique ou la loi? La Constitution ou la pratique détournée de la Constitution? C'est ça qu'il faut qu'on sache. Soit on veut avoir une Constitution et on ne vient pas créer et broder une pratique sur le terrain, soit on se dit qu'on veut avoir une Constitution et on la suit. Sur le plan judiciaire, moi aujourd'hui, j'ai une confiance relativement limitée, notamment du fait que, bon, on va voir les affaires Soudan, les affaires Dayal, enfin tout ce qui s'est enchaîné. À chaque fois, vous avez une même phrase qui sort de la bouche de ces politiciens. Moi, on a confiance dans la justice. Ok, moi, on a confiance dans la justice. Je n'ai jamais vu la justice mauricienne condamner ces personnes. Et je peux vous dire qu'en tant que juriste, j'ai épluché les textes de loi et ces personnes auraient dû avoir été condamnées en moins de 2 ans. Parce que ce sont des délits, voire des crimes. Et ce ne sont pas des crimes uniquement sur le plan pénal, ce sont des crimes contre l'État, ce qui est beaucoup plus grave. Maintenant, sur le plan de l'alliance électorale, on va très très vite finir dessus. Oui, le système, c'est qu'on ne peut pas remporter des élections sans une alliance électorale. Exactement, c'est le système actuel. Et nous devons nous faire un devoir de vouloir briser ce système. C'est très très important. Ensuite, très très rapidement, et bêtement même, c'est un point historique, sur le best loser system. Le best loser system n'a nullement même été créé pour favoriser les minorités. Ça a été mis en place à l'île Maurice pour favoriser la formation politique musulmane. Et je vous renvoie à cela. C'est un fait, ça, hein, c'est un fait. Je vous renvoie pour cela à un ouvrage d'Alexander De Smith. Écoute-moi. Alexander De Smith, en 1965, Alexander De Smith rédige 20 pages. À 25 pages, vous l'aurez sur la librairie de Harvard, sur Internet, okay, c'est en Google PDF. Et il vous dit exactement pourquoi est-ce qu'il a mis le best loser system. Il vous dit c'est noir sur blanc. Ce n'est pas quelque chose que j'invente parce que pour essayer de séduire. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, si on a envie de construire une île Maurice, il faut accepter qu'on a un système qui a été mis en place pour une raison. C'est une raison qui, avec nos yeux d'aujourd'hui, est aberrante, mais avec les yeux de cette époque, était nécessaire pour qu'on puisse avoir ce processus d'indépendance. Maintenant que nous l'avons eu, il nous appartient de changer le système pour qu'il ne convienne plus à une île Maurice composée de diverses catégories sociales, mais de mettre en place un système qui convient à une île Maurice composée de Mauriciens. C'est tout. Donc nous devons rebâtir nos valeurs et refuser en fait tout cela. Un autre commentaire, on va avoir. Si je peux. Oui. Non, il faut qu'on s'en fait, parce que sinon, oui. c'est pas un débat corporatiste qu'on aura ici, il y aura des affaires. Ton commentaire et on fait la pause dans la pause. Bonjour tout le monde. Bonjour. Un petit opinion pour madame. Mon pénal on est content. C'est juste que au vivre dans les mondes qui sont différents pour moi. Moi, je travaille beaucoup dans le social, enfin pas dans le social, donc ce qui m'a fait, mon pas c'est un boxeur, mais moi aussi travaille avec beaucoup d'enfants. Mon cadre des autres et tout le monde affaires. Mais comme il a fait à tout le monde affaires qui concernent légal, constitution, etc. Mon pas gagné tout ce qui met noir, blanc, l'eau et papier, mon pas accès en ligne, ni moi, ni pas de monde qui est autour de moi. Et comment moi, beaucoup d'associations comme ça. Pour lui, il est avantageux, mais pour nous, quand peuple mauricien, qui n'a pas d'organisation, qui va nous faire socialement, qui nous donne l'entraînement gratuitement, et il y a beaucoup d'associations qui font des affaires gratuitement, mais qui en retour, nous besoin de l'aide, ne pas gagner, et nous, sur blanc, ils mettaient que nous supposons gagner des affaires là. Donc, la réalité, et ce qui peut dire des affaires différentes, les uns des affaires qui m'ont envie éclaircies. Merci. C'est plus de 10 heures.
Session décoloniale. Et je pense qu'on est en train de faire des causeries sur beaucoup d'autres choses qui sont assez constructives, qui sont intéressantes, mais on est venu là, cigage, s'il vous plaît. Et l'idée comme ça qui vous êtes tous pas jeunes avec plateforme IT. Et moi, je drive le projet qui s'appelle Doing Small Things with Love. Et on touche beaucoup de monde avec IT, oui. Mais ce qui est plus important aussi, c'est l'action après. Après IT qui arrive. Nous avons les membres, mais 25 qui arrivent aujourd'hui, je ne sais pas là. Je dis les membres. Après, le clavier. Le clavier.